Bonjour, et voici un spécial, puisque la version originale du Videorandia numéro 51 a été retenue pour examen par YouTube. Nous l'avons placée dans le forum Orandia. Pour ceux qui ne l'auraient pas trouvé, bien nous avons décidé de vous proposer une version différente qui est disponible ici sur YouTube, nous l'espérons évidemment, en enlevant tout aspect de droits d'auteur non respectés, puisque nous avions les droits d'auteur pour présenter les extraits de musique par Mme Claire Garand, qui était notre invitée. Alors voici cette version 51B, présentée le lundi 23 décembre 2019. Alors oui, comme à l'habitude, directement de chez Richard Glenn à Mont-Saint-Hilaire, nous étions en reportage chez Claire Garand. Et nous allons maintenant regarder quelques moments de ce qui était le prélude au Videorandia présenté dans le club créé, en version privée, avec comme invité M. Alain Niala, philosophe consultant. La version originale du Videorandia numéro 51 est disponible en allant dans le forum Orandia. Voici donc maintenant une version qui est, espérons-le, disponible pour tous sur YouTube. Nous étions les invités chez Claire Garand pour un souper réveillon. Elle nous a accueillis dans sa maison. Ah, la viande! Il m'a fermé la porte. Allô, bonjour. Oui. On est arrivé, la parenté est arrivée. Yeah. Tu connais, toi, chanson? Oui, c'est bon. Chez nous. Alors, la phrase c'était la château. La Châtelaine accueille Richard Glenn. Comment t'as dit ça? La Châtelaine accueille Richard Glenn. Oui. Vous avez reconnu, hein? C'est Léo Ferré. Non? Fait rire. Ferrir, Léo Ferrir. Ah oui. Oui, oui, il est vraiment juste une bout du... oui. Cette robe-là, je me disais Ça te que va c'est super quand même bien. la couleur de Noël, hein? C'est En vrai. plus, oui. Puis, de bon, toute ben, beauté. On se fait un festin ce soir. Elle alors, la met pourquoi parce pas? qu'elle ne me fait pas. Oui. Hey. Elle ne rentre plus dedans. Tu filmes déjà, toi? Ah ben oui, en arrivant, on est accueillis. Ça dans le temps. Alors, le réveillon chez Claire Garand est disponible dans le Videorandia, Oui. version originale 51. Maintenant, voici un aspect de ce qu'on retrouve dans la salle du club créé 1912, réservé aux abonnés du club créé, avec Alain Niala, notre invité principal. Ça, l'Invictus ramène de la lumière un peu. Ce que je me plais à souligner, c'est qu'on ne peut pas guérir cette planète-là, sauver l'humanité en sacrifiant les 7/8e. Là. Je veux dire, tu peux pas avoir ce changement de conscience-là qui va avoir lieu, mais forcément dans une minorité d'individus. Ça c'est clair qu'il va falloir savoir qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'ont pas été transformés par cette transformation-là. Et on ne peut pas juste... C'est eux qui vont vivre l'apocalypse de destruction terrible, massive. Ouais, j'aime pas ça. Mais je suis ça, pas d'accord. oui. Ça manque d'amour de regarder ça comme ça. Non, non, non. C'est retomber dans l'élitisme qui a construit des religions. Non, mais la réponse est non. Est-ce qu'on peut aller jusqu'où on peut Non, non, non. aller? La Est-ce réponse qu'on est est non. limité? Absolument. On En est tant limité, qu'animal, là. oui. Mais la question, c'est que le gros piège, c'est d'avoir cru. Alors, Écoute, Oh, excusez-la. Ah, mon Dieu, je joue tellement plus. Non, c'est parce que la guitare tombe dans les tables. Bonjour tout le monde. C'est un peu un spécial puisque nous sommes dans le club créé, mais disponible à tout le monde, à tout le moins pour le début de ce spécial Noël. Vous avez peut-être vu l'émission qu'on avait préparée pour vous lors d'une espèce de repas réveillon du temps des fêtes chez Claire Garand, l'auteur de ce disque
et des chansons qui viennent avec. On ne sait pas si c'est la raison pour laquelle YouTube a comme suspendu le Vidéorandia numéro 51 pendant quelques heures, peut-être quelques jours, sait-on jamais. Et alors, j'ai décidé de vous présenter un petit peu de ce qui est dans le club créé avec notre ami M. Alain Niala, philosophe bien connu. Pour aller voir le Vidéorandia numéro 51, il y a le chemin habituel chez YouTube. Si ce n'est pas revenu, vous avez vu sans doute que dans le forum Orandia et même sur la page d'accueil du site régulier d'ésotérisme expérimental, on a mis un lien qui nous amène directement au Vidéorandia numéro 51 sans passer par YouTube. Donc, il n'y a aucune forme de censure ou d'analyse de... Parce qu'il y a peut-être des raisons. Pour YouTube, s'ils entendent une musique extraite d'un CD, celui de Claire Garand en l'occurrence, ben, ils peuvent dire qu'il y a des droits d'auteur, puis nous autres, ben, on n'est pas les producteurs. On a eu des permissions, c'est bien évident. Puis c'est Claire Garand elle-même, notre invitée, qui nous invitait chez elle à aller manger toute notre petite gang. Alors, pour donc vous permettre quand même de garder l'esprit de Noël, on retrouve notre ami Alain Niala. Bonsoir Alain. Bonjour. Bonjour, revenu de ce petit party qu'on a eu ensemble entre amis. Bien agréable. Ah, vraiment. Hein? Et surpris un peu du fait qu'on était comme censuré avec le vidéo de Noël. Moi, je me suis dit, tiens, les temps changent et au point qu'on va être obligé de s'adapter. Là, déjà, on a vécu l'expérience de se revirer sur un scène très rapidement pour rendre le Vidéorandia numéro 51, qu'on voit d'ailleurs derrière toi, version publique. Et ça a peut-être permis à beaucoup de gens de l'écouter pareil. Et peut-être que dans le futur, on sera obligé de procéder de cette façon-là, en utilisant un autre mode pour que les gens puissent, de façon sélective, aller regarder une vidéo réservée à... Bon, maintenant, pour ce soir, on n'entendra pas de musique de Claire Garand. On ne mettra rien de compromettant. On est dans le studio chez moi, à Mont-Saint-Hilaire, comme on fait habituellement pour les Vidéorandia, et avec Alain Niala. Alain, dans ce reportage du souper, on a présenté beaucoup d'éléments, mais on en a gardé pour le club créé, qui était un peu, on allait dire presque dérangeant. Bah, faut pas non plus exagérer, c'est juste qu'on avait beaucoup de matériel. Il s'est passé vraiment quand même plus de choses que ce qu'il y en a qui ont été mises en ondes, tout bêtement, parce qu'on était là plus d'heures que ce qui était disponible évidemment en vidéo. Ouais. Mais dans le contexte, en plus, c'est qu'il y a eu des éléments, moi je retiendrai entre autres ce qu'on appelle du heavy metal, là. Du grognement. Non, mais ça, c'est Claude qui imite MacDoug Vachon. Oui, il faudrait le dire, là, parce qu'on ne l'a pas mentionné du tout dans le Vidéorandia, mais le fameux Claude, il s'appelle Claude Paré. Oui, oui. Et Claude Paré faisait partie d'un groupe. Les Carcasses. Les Carcasses. Et pourquoi ils ont pris ce nom-là, une carcasse? Ah, ça, moi, je ne suis pas au courant. Ça fait longtemps, hein, c'est bien avant RBO, là. Oui, c'est ça. Ça avait un peu le cynisme des cyniques et la fantaisie vraiment hallucinante de RBO. Ils sont arrivés entre les deux, je pense. Et ils faisaient de la musique aussi? Oui, ben de la musique. Il y avait des clips. Oui. Oui, ils ont fait quelque chose. Bon, ben, si tu veux, on va regarder un petit bout de cette parodie de, comment tu appelles ça, chant de gorge? Ben, non, c'est pas une parodie de chant de gorge. C'est un chant de gorge pour parodier. C'est comme le type de voix grave qu'on voit dans l'heavy metal, mais c'est simplement une parodie de MacDoug Vachon. OK. Moi, je me suis fait expliquer par Geneviève que le chant de gorge, c'était aussi un rapprochement des fameux chants tibétains. Les moines tibétains, là, tu sais, quand tu... Oui, mais le heavy metal, c'est un peu plus... Dans un registre juste un peu plus... Crash. Non, mais un peu plus haut, en fait. Moins grave. C'est de toute façon, écoutons-le, on verra bien. Oh mon Dieu. Puis il y a aussi le chant à double voix, là. 1, 2, 3, 4. T'entends 2 niveaux de voix en même temps. D'accord. Faut le pratiquer, là, mais... Je suis d'accord, je te suis. Non, c'est ça. C'est sûr qu'il y a différentes façons de le faire. Et toi, tu m'as dit au souper, d'ailleurs, tu l'as dit aux gens qui étaient là, ça nous amène à quelque chose de particulier, parce que celui qui en faisait réellement et de manière naturelle, c'était MacDoug Vachon. Puis MacDoug Vachon était très connu au Québec comme un lutteur. Et là,
Claude Paré nous a expliqué, c'est ça, les gens, ils suivaient le jour du Seigneur le dimanche matin à la télévision, puis après que le jour du Seigneur était fini, qui était la messe dominicale, et tout de suite après, c'était directement de CHLT de Sherbrooke, la lutte. Et là, tu revoyais les lutteurs qui se luttaient. Puis, on s'est dit, ça a-tu de l'allure? Les gens qui regardaient ça avec vraiment là, conviction, là, ils prenaient pour un lutteur ou contre un autre. Là. Il y avait des bons et des méchants à l'époque. Ah, Johnny Rougeau, puis t'avais... il y en avait un groupe, là, puis il y avait même le petit lutin, là, les lutins qui se prenaient ensemble. Et j'en ai profité pour mentionner quelque chose d'important en rapport avec l'ufologie, à ce fameux souper. Alors, on va regarder quelques scènes de ce réveillon chez Claire, où on va parler de ces sujets-là. Écoutons ça ensemble, puis après, tu nous expliques le côté que tu as découvert qui était un aspect ésotérique très intéressant. Mais dans l'armée canadienne, ils ont donné un nom au petit gris, et puis c'est typiquement de l'armée canadienne, c'est un code, ça s'appelait des Little Beaver. Ah ouais. Tu te souviens des Little Beaver, Ah les oui. petits nains là, qui le nain. luttaient, là, le nain, c'est ça. Ouais. Puis, Sky Lolo puis Little Beaver. ouais. Mais Little Beaver, ça veut dire le petit castor Ouais, en même temps. petit castor. Hein. C'est ça. Mais Ah ben. c'est le nom que des gens donnent dans l'armée canadienne des petits gris. En Mais passant. pourquoi Little Beaver? Parce Parce qu'ils sont que. petits. Mais est-ce que Mad Dog Vachon a à voir avec Little Beaver? Non, c'est un lutteur. C'est un des lutteurs, mais Ah oui. de temps en temps, il y avait des nains qui venaient se battre. Ben oui. Puis des fois, des nains se battaient contre des grands. Là. Un grand qui est C'était plus pris rare. avec des petits nains, là, ils se mettaient à deux contre un grand. Là. Non, Little Beaver était connu. Ah oui, Oui, c'était connu. Ah, c'était un autre lutteur. Oui, C'était oui. Little Beaver. Little Beaver, c'est le plus connu. Il y avait une coupe Mohawk, là, évidemment. Ah Oui, oui, je me c'est rappelle ça. de lui. Je me rappelle de lui. Ouais. Puis à la fin de sa carrière de lutteur, il est devenu, Chef. non, il est devenu un Politique. botaniste. Il vendait des fleurs, puis un fleuriste. Un fleuriste. Ah oui, Oui. il était habitué Oh. à la Et lutte. comme il était petit, Parce qu'à la lutte, il était habitué de se faire planter. comment tu dis? À la lutte, il était habitué de se faire planter, c'est ça. Il est devenu botaniste, pas le pas mal. Fait que On jase. là, on trouvait que ça allait bien parce que ça faisait un peu comme des elfes. Des petits, tu sais, des petits personnages qui s'occupent des fleurs. Ben tout ça. oui, ben oui. ben La oui. double voix en même On temps. bouche les oreilles. Non, fait Mad Dog et tout. Là. Mad Dog Vachon. voix. Mais deux voix. Samedi soir le 13. Oh, ça ressemble à Jean Chrétien, ça. Samedi soir le 13, au Palais des Sports de Sherbrooke. Je mettrai ma vie en jeu contre Vladek Kowalski. Je suis la même que le Chénoré ou Koyerik. Samedi soir le 13, le sang va couler dans les rues de Sherbrooke. On commence l'émission Hé, avec ça. tabarnouche, c'est-tu assez sacré à ton goût, ça? Il disait aussi, je viens de Saint-Bruno de Montarville. Je viens à Saint-Bruno, il disait ça. Alors, monsieur Vachon, vous demeurez à Saint-Bruno. De Montarville. Oui. C'est important, le de Montarville. Mais il paraît qu'il y a un très bon film actuellement qui a été fait par, Ben, par lui, là. c'est par un descendant, Son son frère, non, son frère. Documentaire, frère. un film, un documentaire. Son frère. Sur son sa vie? frère est dans le film. Oui, c'est Mais- ça, c'est pas lui, ouais. c'est pas le frère qui l'a fait. Non, le c'est frère. un descendant, C'est un peut-être vedette, Ça joue en ce moment. un enfant ou un neveu, je sais pas. Non, mais Puis c'est sur sa vie? un réalisateur, c'est tout. Là. C'est juste Mais, un il a, réalisateur. mais il a suivi la famille, il a suivi le frère. Puis il y a le frère qui est toujours vivant. Ben, Paul. Il le paraît que c'est butcher. un magnifique documentaire qui nous Paul. fait vraiment comprendre le monde de la lutte au Québec. À quel point c'était vraiment un show, c'était Ben du oui. théâtre. là. Les gens écoutaient ça en venant de la Oui, 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 mais les gars, il fallait quand même qu'ils sachent tomber à terre sans trop Ouais, se faire c'est mal. vrai. là, Ah non, tu sais. il y avait beaucoup Ils se d'athlètes. faisaient mal. Tu sais. Il fallait Ouais. qu'il y ait du gras quelque part. C'est tu des sais, grands acteurs. Ouais. Ouais, c'est des grands acteurs. Puis il fallait jouer les méchants absolument. Il fallait absolument avoir l'air méchant. Ça prend toujours un méchant. Et puis, donc, c'était les méchants qui... puis les Vachons, c'était des méchants. Mais des bons méchants. Hein? Ben, à un moment donné, Oui, oui. il y avait même un épisode, j'étais là. Je faisais un Mad Dog, tu sais. J'étais habillé, tout habillé en Mad Dog, là, tu sais. Là, vous me reconnaissez? Non, c'est pas grave. Là, d'un coup, moi, je revolais. Il était caché derrière moi, il me tassait. Hey, vous le reconnaissez? Non, c'est pas grave. Ça me dit quelque chose, ça. Ça me dit quelque chose. L'important, c'est que vous reconnaissiez ma bière. C'est la Labatt.
c'est pas n'importe quelle légère, c'est une labatte légère. Claude était dans un groupe d'humoristes à l'époque. C'est Coriace. Les Carcasses. Ah, Carcasse. Les Carcasses. Mêlé avec le verre. Ah, t'as connu ça? Ben oui, Jésus qui crie des péchés Ah, sur le tableau, puis il efface les péchés. Jésus qui efface les péchés. Hey, c'est bon. Le sauveur bionique. Il y a des gens qui connaissent le disque par cœur. Ah ouais. Puis, Il est maniaque. Ben, quand- des fois, on rencontre des gens qui connaissent. T'étais dans les Carcasses, ça c'était mon groupe préféré. Puis là, ils débitent là, des grands bouts de texte par cœur. Puis il y a des gens qui viennent faire des pèlerinages ici à Mont-Saint-Hilaire. Ils viennent de Québec chaque année depuis des années. On s'en Faire va des même pèlerinages sur la tombe d'un de ceux qui est décédé. Puis là, ils font chacun un discours à la carcasse, c'est pas les, Le à la maire. carcasse, Le là, maire. comme le maire, tu sais, le maire. Le 29 avril au soir, on vote la main. Ils viennent le 29 avril. Ils viennent tous les 29 avril. Tu sais, puis Claude, il était au courant de ça il y a 3-4 ans. ouais. Il savait pas. Puis eux autres, ça fait des années qu'ils viennent. Puis là, quand ils ont été au courant, évidemment, ils ont mis Claude dans oui. l'affaire, tu sais. En tout cas, Parce bref. qu'avant Super Écran, il existait TVEC, T-V-E-Q, c'était avant Super Écran, puis il avait passé des sketchs des Carcasses. C'est bon. Oui. Ben, les gens, ceux qu'ils ont connus, ils ont beaucoup aimé. TVEQ avant. C'est un peu les Québec. précurseurs Puis après Radio-Québec. Non, non, c'est Ding et Dong. Tu vois? C'est souvent ces gros-là, c'est ça qu'ils disent dans le film aussi que j'ai pas vu, mais dont j'ai bien entendu parler à la radio. Ils disaient que tous ces gros qui avaient l'air des toughs, c'est tous des gros, des cœurs, des gens très doux, puis tout ça. Mais ils étaient obligés de faire le théâtre, puis gagner leur vie comme ça. Ben oui. Ils étaient obligés. Tu sais. Ouais. Puis il fallait qu'il y ait des méchants, puis des bons. C'est ça. Puis là, c'était qui que. La une de Palais tes tantes national. qui était sûr aussi que c'était vrai, ça, que c'était Ah, mon grand-père. ton Mon grand-père. grand-père, lui, croyait à lutte 2 comme fer. Ah oui. Ah oui, c'est effrayant. Ben, Ronald, Effrayant. Ronald, qui est avec nous autres souvent, tous les dimanches matins, il écoutait la lutte qui venait La lutte de Grand Sherbrooke, sa La télévision, lutte Grand Prix, le dimanche à 10h, CHLT, après la messe. à tout de suite après la messe. C'est à 11h. Ah, imagine. C'est vrai. Ben voilà. Là, tu me dis que c'est le moment important dans ce que... Ce premier échange-là, c'est que ça nous amenait, on était interpellé au niveau des croyances. Hein? Ben oui, c'est ça. C'est que, évidemment, fondamentalement, même si on peut sourire de penser que certains étaient si attachés à la lutte et prenaient ça, entre guillemets, pas si au sérieux, mais disons, il y avait comme une passion. Il y a une Oui, notion oui, de oui. jeu là-dedans, mais il y avait quand même une passion pour les bons, pour les méchants, pour les déclarations à l'emporte-pièce des différents lutteurs étaient prises, évidemment, comme ayant beaucoup d'impact, etc. Et ça nous ramène à la notion de croyance, à quel point c'est dépendant de toutes sortes de choses, y compris des types. Comme Gurdjieff aimait beaucoup dire, on reçoit nos impressions dépendamment du centre qui domine chez nous. Donc, si une personne est surtout centrée dans son centre physique, ben, c'est les éléments qui nourrissent sa perception physique du monde, puis l'aspect plus sensuel, l'aspect plus musculaire, la force brute, etc., qui vont être la base de ses perceptions. Si la personne est centrée dans les émotions, ben, c'est les choses qui la touchent émotionnellement, qui l'émeuvent, qui est sentimentale, etc. C'est ça qui va être enregistré et enregistrable pour elle. Donc, elle va préférer, elle va avoir une affinité, elle va comprendre essentiellement que ça. Et la personne qui a une approche plus intellectuelle, ben, c'est les arguments intellectuels, les éléments rationnels, les éléments discursifs, le langage, etc., plus complexes. Mais le principe, c'est que chacun de ces centres-là est la base des croyances qu'on va construire. OK. Donc, ça crée comme différentes sortes de niveaux. Quoique, ce que j'essaie de dire, c'est pas nécessairement qu'il y en a un qui est supérieur aux autres. C'est surtout qu'ils sont étonnamment distincts. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on se comprenne facilement
d'un type à l'autre. Parce que pour un type, par exemple, un type plus physique, les arguments intellectuels, ça va être assez ennuyant. Ouais. Et à la limite, ça va faire que ça va être rejeté du revers de la main. Il n'y a rien là. Effectivement, pour les motifs aussi même, c'est fréquent de voir dans certains types de conversations une personne plus émotive dire qu'elle ne te suit plus, qu'elle ne te comprend plus, etc. Parce que les éléments intellectuels ne la rejoignent pas émotionnellement, etc. Et à l'inverse, un intellectuel va avoir tendance à repousser les arguments trop émotifs qui vont lui apparaître passionnés, hystériques, sans fondement, etc. Alors évidemment, moi, ce que je prône, c'est un équilibre triangulaire entre les trois centres. Il faut qu'en fait les trois centres travaillent ensemble pour atteindre une forme de vérité. Si on donne si on a trop d'attachement à un centre ou si on est trop dépendant de ce centre-là pour juger du réel, en fait, on perçoit un tiers, un sixième, un douzième de la réalité. Là. Mais est-ce que c'est bon, cette variété d'approche ou de perception de la réalité qui fait qu'à un moment donné, les deux peuvent être antagonistes, dire, écoute, ce qui est important, c'est ce que je pense. L'autre va dire, non, moi, c'est ce que je pense qui est important. C'est ce que je sens. Parce que c'est ça, c'est son point de vue, c'est son vécu, c'est son être. Non, et cette variété, est-ce que c'est une bonne chose? On parle toujours de la monoculture ou de... Je dirais que la réponse à ça est complexe. De mon point de vue. C'est-à-dire que la variété en elle-même est importante ou enrichissante. Le problème, c'est que cette variété-là va aussi avec des choses qui sont de l'ordre, qui sont fixées, qui deviennent des obsessions ou des projections. Comme je disais, quand l'argument est purement, basé sur une perception physique des choses, ben là, il manque quand même et l'émotionnel et mais si tu as besoin d'un bon soldat, tu as besoin d'un trait factuel dans la matière. C'est ça, la diversité. Faut pas que tu sois artiste en étant soldat, ça marche plus. C'est ce que je dis. La diversité, en fait, elle donne une diversité de réponses possibles, puis c'est riche. Ce que je dis, c'est que ça vient avec une ombre ou une problématique, qui est que des fois, il y a un blocage, parce qu'il y a en même temps un refus d'aller au-delà. Moi, d'ailleurs, ça va arriver, puis ça ne m'étonne pas, là, que je sois perçu comme un intellectuel. Okay. mais, depuis, c'est quelque chose dont j'ai été conscient depuis mon plus jeune âge. J'ai beau être perçu comme intellectuel, j'ai beau favoriser des éléments rationnels, puis je me présente comme philosophe consultant, ça veut dire que j'aime réfléchir, là. Mais dès la période où j'étudiais, j'étais conscient d'une chose qui me frustrait beaucoup, qui était que moi-même, j'avais peu d'intérêt pour les arguments intellectuels quand ils n'étaient pas en relation avec les émotions. C'est-à-dire que pour moi, j'avais une fascination pour les idées, mais c'est toujours beaucoup plus important qu'on pourrait croire, pour moi, de valider si l'émotion résonne en harmonie avec l'idée. C'est comme si l'émotion qui va me dire « Ah non, ça déraille, là, ou je vais intervenir, ou je vais... parce que là, tout d'un coup, je sens que c'est plus vrai. Tandis que le mental laissé à lui-même, dans la raison pure, peut arriver à des aberrations, parce que ça peut être très rationnel d'éliminer la moitié de la population terrestre, par exemple. Ouais. Dans le sens qu'on est trop nombreux, on réglerait les problèmes économiques en faisant ça. Ça, rationnellement, froidement... Économique et de pollution, des gens pourraient aller là. De nutrition, mais etc. Mais quand on y goûte à cette idée-là avec l'émotion, là, on se rend compte que ça ne marche pas. Donc, donc là, il y a l'émotion se rebiffe, là, réagit avec une tension ou quelque chose qui nous dit non, ça ne marche pas cet argument-là. Donc, il y a des arguments intellectuels qui perdent toute leur validité s'ils sont comparés en rapport avec l'émotion ou le physique. Bon, des fois, une sensation physique peut dire qu'une chose est vraie ou pas. Longtemps dans ce domaine-là. Mais c'est ça, oui. Revenons à l'esprit de Noël. Oui. Et après avoir entendu les grognements de Claude Paré, on a parlé de la lutte. Et de la lutte, on est passé à la croyance. Et de la croyance, on a commencé à confondre croyance, parce que les gens, au Québec, il y en a beaucoup qui ils prenaient des paris finances, d'argent, parce qu'ils étaient certains que c'était toujours
jusqu'au jour où on a fini par découvrir que c'était organisé, ces combats de lutte-là, la majorité, ou pour pas dire tout le temps, et que les lutteurs qui étaient antagonistes sur le ring étaient des ennemis jurés, puis allaient manger à la même taverne tous les deux. Non, mais c'est évident, c'est le spectacle. Et ce que je veux dire... Est-ce que pour la religion, on peut déborder la croyance dans quelque chose de théâtral et peut-être le confondre aussi avec le théâtral religieux? C'est-à-dire que là, on s'aperçoit que on dirait qu'un peu comme on a laissé tomber l'intérêt pour la lutte à la télévision, on est en train de laisser tomber de l'intérêt pour les formes de religion, quelles qu'elles soient. Les messes de minuit attirent moins de monde qu'en attiraient autrefois. Quoique cette année, il y a eu comme un petit peu un regain d'intérêt parce que la neige est aidant, parce que le climat est aidant, etc. Au Québec, en tout cas. Ou la nostalgie. Mais ça c'est... Alors, qu'est-ce qui va rester de la croyance? Est-ce qu'il va rester quelque chose ou on va tous se désillusionner? On a perdu du temps à croire. Cochon. On a parlé un peu à table déjà. Hein, on l'a mis. C'est même déjà un peu... Il y a une partie de cette discussion-là qu'on a eue dans le Vidéorandia. Publiquement là, et dans le Vidéorandia. Bon, puis revenir quand même pour expliquer que pour moi, c'est une question de couche superposée. La croyance, là, ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'être humain parce que l'être humain est jamais autant vivant que quand sa vie a un sens. Ah. Il y a cette tradition chez les Bushmen de parler qu'il y a deux soifs. Les Bushmen, c'est des aborigènes du désert du Kalahari qui, en réalité, des autochtones de ces régions-là qui, en réalité, survivent dans le désert. Donc, pour eux, utiliser l'image de la soif, c'est quelque chose de particulièrement proche de leur réalité. Là. Ils vivent dans le désert. Tu me donnes soif. D'accord. Oui. Et donc, ça, c'est ce qu'ils appellent la petite soif. Celle qu'on étanche en buvant de l'eau. Et la grande soif, c'est la quête de sens. Et ils disent que la quête de sens ou le sens donne plus de joie de vivre ou de sens à la vie que même le fait d'être heureux en soi-même. Là. Donc, pour eux, ce qui est absolument important, c'est d'étancher la grande soif de sens. Alors, l'idée, c'est ça. Les mythologies, les croyances donnent du sens à la vie, même face au fait qu'elle peut sembler en avoir peu ou qu'on a des grandes épreuves, etc. Donc, que des croyances soient plus primitives que d'autres, on en conviendra, et c'est ça la difficulté. La difficulté, c'est de confronter, et dans un monde où il y a une si grande diversité, puis en même temps, une telle accélération des moyens de communication, ça a créé comme une espèce de crise globale du sens. Parce que des sociétés qui vivaient avec un sens déjà fixé depuis des siècles ont vu qu'il y en avait d'autres versions, hein, d'autres croyances, puis du choc de ces croyances-là, il y en a plusieurs qui sont comme écroulées. En plus, il y a plein de choses qui ont été révélées. Hein, si on révèle des scandales dans les églises, si on révèle... ça pose des problèmes là, de désillusion qui font que le sens tombe. Mais, ce qui est paradoxal et déplorable, c'est que quand un sens tombe, il va toujours s'en créer un autre. Donc, faut pas oublier quelqu'un qui dit « Moi, je crois en rien », il croit au fait qu'il croit en rien. Ah, oui, c'est une façon drôle. Non, c'est ça. Il y a des gens qui vont répondre que la science a enlevé toute la valeur à la religion ou que là, maintenant, on a perdu nos illusions, etc. Ben, en fait, je m'excuse, mais au contraire, c'est une nouvelle croyance. La façon dont certaines croyances plus nouvel âge ou des croyances en médecine alternative sont combattues par le Collège des médecins, par exemple, sur la base de données dites scientifiques, ben, c'est simplement une façon d'opposer des croyances à d'autres. Alors, évidemment, il faut les juger au mérite aussi. C'est compliqué parce que, comme je disais, ça dépend à quel point ces ensembles de croyances-là sont validés par des points de vue qui sont bien installés dans un centre, 2 centres, 3 centres de perception, là, etc. C'est complexe, ces notions-là. C'est sûr que le dialogue entre ces différentes idées, le choc des idées, ça peut nous faire avancer. Donc, la diversité, c'est une bonne chose. Ce qui est compliqué dans la diversité, c'est la sclérose. C'est que des points de vue divers peuvent se cantonner au lieu d'accepter de rentrer en relation. Donc là, à ce moment-là, ça fait des conflits d'idées qui perdurent, qui s'installent, ça peut même engendrer des guerres. Donc, il y a plein d'inconvénients aussi à cette diversité-là. OK.
Mais c'est les deux. C'est une Alors, richesse qui a des inconvénients. C'est ça. Maintenant, comme l'enfant ne croit plus au Père Noël rendu à un certain âge, on pourrait dire qu'un être humain adulte ne croira plus en Jésus et en la religion. Ben ça, c'est son choix, là. On Oui. peut pas présumer de ce que chacune va faire. Puis comme j'aime beaucoup dire, je suis redondant là-dessus, mais il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Si tu me permets, je vais faire une parenthèse. Le grognement qu'on entendait au début avec Claude Paré, qui est du Metallica, du métallique, mais tout ça, ça rappelle un peu l'homme des cavernes. Après ça, l'homme des cavernes qui ressemble aux lutteurs des temps primitifs qu'on voyait à la télévision, les gens qui regardaient la lutte au forum étaient convaincus que c'était vrai. Et ils étaient prêts à gager pour leur champion, puis tout ça. À un moment donné, on s'est aperçu que c'était du théâtre. Tout était arrangé d'avance. On arrive à une époque où l'Église, on se demande si c'est pas du théâtre. Parce que, étrangement, avant la lutte au forum, c'était le jour du Seigneur. C'était la messe à l'Église. Et là, on remet en question aujourd'hui les croyances dans les dogmes religieux. Un peu à l'époque de Noël, où on pourrait faire le parallèle avec les enfants croient au Père Noël jusqu'à un certain âge de maturation qui fait qu'à un moment donné, ils se disent non, ça n'existe pas, ce bonhomme habillé en rouge et blanc, c'était pour Coca-Cola à l'origine, hein, les couleurs de Coca-Cola. Et finalement, on jette le Père Noël par-dessus bord avec l'eau du bain, avec le Coke. Parce qu'on boit moins de Coke aujourd'hui aussi, puis le Père Noël, il disparaît un peu du décor. Et le Jésus, devant tout ça, la grande question qu'on doit se poser, est-ce que ça a eu un temps et le temps est terminé? Quand on disait ça sera la fin des temps, des temps au pluriel, puis temps c'est écrit toujours avec un S comme il était toujours pluriel. Il y a un temps pour l'Église chrétienne, un temps pour le judaïsme, un temps pour le bouddhisme, un temps pour chaque religion, puis arrivera un temps où il n'y aura plus personne qui croira au Père Noël, quel qu'il soit leur Dieu. C'est infantilisant finalement les croyances religieuses. Est-ce que on va jeter le bébé, l'enfant Jésus, le Père Noël, les grogneux, tout est de la frime, tout est du théâtre, et on jette tout par-dessus bord? Ben, c'est sûr que moi, je reviens toujours avec l'idée de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'il y a des couches de croyances qu'on doit peler comme on pèle un oignon. On enlève ce qui est plus bon. Alors, quand on pèle un oignon, on enlève les couches qui ont été... On ne veut plus en manger de l'oignon. Ça donne une mauvaise haleine. Bon, peut-être, mais ça, moi, je pense qu'on est loin d'être arrivé là. Parce que, en réalité... Bon, il y a beaucoup de gens qui ont encore besoin de croyances. Et de toute façon, ceux qui n'en ont pas besoin, en ont. Alors, les gens qui vont dire « je crois en rien », ils croient qu'ils croient en rien. Mais si on observe, il y a toujours quelque chose en quoi ils croient finalement. Je crois en rien, c'est pour ça que j'ai voté pour un tel. Ben oui, mais voyons donc. Donc, tu crois à un tel. Je veux dire, de toute façon, on va répéter le besoin de trouver du sens dans nos vies, dans des croyances quelconques. Donc... oui, ça va être aussi matériel que ça, la réponse existentielle. Pourquoi je vis, d'où je viens, où je m'en vais. Il faudrait que tu crées ton sens. Alors, pour avoir un sens, il faut croire en quelque chose d'immatériel et de peut-être non vérifiable en laboratoire. Ah non, c'est pas ça que je dis. On peut avoir une croyance totalement matérielle, comme ceux qui sont des fondamentalistes de la science. Mais ça reste que c'est une croyance. C'est pas parce que c'est matériel, prouvé scientifiquement, solide comme le roc, que ça finit de donner du sens à ta vie. Pour certains, oui. Alors, mais c'est une croyance. Alors, dans ce sens-là, c'est une croyance qui est étayée par des preuves scientifiques. Dans ce sens-là, ça peut avoir une valeur rationnelle supérieure. Mais le problème demeure que, éventuellement, les paradigmes scientifiques qui avaient cours au moment où on avait ces croyances-là vont finir par être obsolètes anyway. La croyance, c'est quelque chose qui est en mouvance. C'est quelque chose qui est en transformation. Bien sûr, idéalement, c'est en transformation constante, c'est-à-dire qu'on est capable de peler les couches qui sont obsolètes pour arriver à quelque chose qui est plus profond. Est-ce qu'on pourrait dire que l'oignon est toujours le même dans le cœur de l'oignon? D'ailleurs, on nous dit que le 25 décembre, qui est la fête choisie par les chrétiens pour faire Noël, c'était avant une fête romaine des Saturnales. Oui. Puis que c'est sur des lieux, bien souvent, qu'on instaure une église, un temple sacré,
qui étaient sur des temples païens d'une autre époque. Précédent. C'est des couches superposées. C'est des couches superposées de signification. À la limite, c'est vraiment ça le sens fondamental du mot ésotérique. Mais tout d'un coup, ce qui est ésotérique, c'est au cœur, c'est ce qui est au cœur des différents systèmes de croyances. C'est une forme de connaissance qui est elle-même une croyance, mais qui reflète les lois cosmiques ou les lois... Les jeunes, aujourd'hui, ils ne se posent plus ces questions existentielles anciennes. Non, ils se posent les mêmes questions existentielles. Ils ne répondent pas de la même façon. C'est ça que je veux dire. Étant plus modernes, ils ont des codes plus modernes. S'ils font confiance à la science, ils font confiance à une croyance, la croyance scientifique. Ben non, pas une croyance. Pour eux, c'est des faits. C'est reproductible, dans les mêmes conditions, on va obtenir les mêmes résultats. Et si on pense à la vie éternelle, on se dit un jour on aura une vie éternelle, mais dans la matière. Quand la mort, les télomères et tout ça va faire que les cellules vont se reproduire indéfiniment, juste assez pour nous garder jeunes, ou même peut-être nous rajeunir à une certaine période avec certaines techniques. Bien sûr, mais ça reste des croyances. Non, ça c'est plus de la croyance, c'est de l'espoir. C'est de l'espoir que la science va trouver des... Comme si l'espoir était pas basé sur une croyance. Là, ce que tu fais, c'est des distinctions entre des niveaux de croyances. Là, je suis d'accord avec toi qu'il y a des croyances plus primitives que d'autres. Ben oui. Il y a des croyances qu'on pourrait définir comme pré-scientifiques, c'est-à-dire que c'est les choses qu'on se raconte avant d'avoir établi un certain nombre de faits. Le tonnerre dans le ciel, c'est Zeus qui est enragé, qui est fâché. Oui, mais est-ce que c'est plus l'un que l'autre? Une fois qu'on a expliqué que c'est des forces électromagnétiques, on a vidé le sens que ça pouvait avoir quand ça créait de l'émerveillement et de la peur. Bon. Moi, je vois pas beaucoup qu'est-ce qu'on a gagné. On a gagné une couche de signification. Ça, dans ce sens-là, il faut l'intégrer. Moi, je suis le premier à dire qu'il faut Est-ce qu'on peut dire que c'est une couche qui nous amène vers le centre? Non. Elle nous amène vers l'extérieur puisque c'est des faits vérifiables dans le monde extérieur. La vie intérieure n'est pas faite comme ça. La vie intérieure est faite de rêves, elle est faite de subjectivité, elle est faite d'expérience de l'âme. Bon, alors justement, on peut gagner beaucoup à acquérir une meilleure connaissance du monde extérieur. Mais c'est pas suffisant à avoir une connaissance du monde intérieur. C'est même la chose dont la société moderne souffre le plus. C'est d'avoir si tant amélioré sa connaissance du monde extérieur, puis développer une technologie qui est incroyablement supérieure à l'évolution intérieure des êtres humains. Donc, les êtres humains sont capables de construire des bombes atomiques, mais ils n'ont pas la sagesse de bien les utiliser. Ils détruisent des vies, avec des millions de vies avec ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait qu'effectivement, les progrès qu'on observe dans le monde extérieur se reflètent dans les progrès qu'on fait de la connaissance de l'intérieur de l'homme. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, là, selon le vieil adage. Donc, il n'y a pas, quand on utilisait l'image du triangle pendant le souper, il n'y a pas cette espèce d'équilibre nécessaire entre la vie extérieure qui commence à devenir prédominante dans le consensus social, puis la vie intérieure qui, elle, on est tous laissés à nous-mêmes, disons, pour se découvrir soi-même. À certains égards, c'est profitable, c'est-à-dire qu'on peut faire un cheminement personnel, mais à un autre degré, on manque de référents culturels comme ceux que la religion nous donnait avant. Dans la religion, il y avait des connaissances pré-scientifiques, naïves, qu'on gagne à laisser tomber. Mais il y a aussi des choses qu'on peut méditer. Si on pense au mystère de Noël, par exemple, hein, c'est des couches superposées indéfiniment. Hein, c'est-à-dire que Noël, c'est pour les chrétiens la naissance de Jésus. Bon, on sait que... Ça, c'est récent. Ça, c'est relativement récent. Ça a 2000 ans à peu près d'histoire. Bon, maintenant... dans un monde plus matérialiste, on parle plus du Père Noël, on parle plus du consumérisme, on est à la recherche des cadeaux, des échanges, on voit ça comme des valeurs familiales, tout ça, pourquoi pas, là? Mm-hmm. Mais à la base, c'était superposé, disons, à des cultes qui existaient déjà, comme le culte de Mitra, qui est un dieu né le 25 décembre, un dieu sacrificiel dans lequel l'image du saint est important. On avait surtout, à Rome, le culte
du soleil invaincu, Sol Invictus, qui était la manifestation de la résurrection de la lumière. Hein. Parce que chez les anciens, la descente de la lumière de l'équinoxe au solstice était un phénomène plus troublant. Je ne dis pas, il y avait des sages qui savaient qu'il s'agissait d'un cycle annuel. Dans les populations moins éduquées, c'était plus perçu comme une émotion. Là, la lumière descend, tout ça. Il y avait tout un énervement, disons, dans le sentiment de la perte du soleil. Et c'était important que les sages rassurent par des rituels les populations que le soleil allait revenir, que la lumière allait enfin revenir. Mais ça, dans nos sociétés modernes, on le vit quand même. C'est juste que c'est devenu complètement à l'arrière-plan. Mais effectivement, il y a des dépressions saisonnières dues à la chute de la lumière. Il y a des gens qui se retrouvent obligés de faire de la luminothérapie pour pas sombrer dans le mois des morts, le mois de novembre. Le mois des morts, c'est très déprimant. Là, on s'aperçoit qu'on manque de soleil, on manque de lumière, ça diminue. C'est ça, on est dans l'obscurité. Il y en a qui psychologiquement sont fragiles, ça se suicide, ça meurt, etc. Alors moi, je trouve que la célébration antique du soleil invaincu, c'est curieux, je régresse, je pourrais dire, moi c'est ça mon sens de Noël. Pour moi, c'est le retour de la lumière, au propre comme au figuré, la lumière comme métaphore de la conscience, puis au propre aussi dans le sens de la lumière elle-même qui va ressusciter, qui va nous donner de la vie, qui va nous éclairer, qui va nous redonner de l'espoir, etc. Il y a toute une dynamique qui m'anime. Bon, on pourra argumenter que d'un point de vue scientifique, c'est juste causé par l'inclinaison terrestre. Donc, la Terre a une inclinaison de 23 degrés qui fait qu'elle présente au Soleil plutôt l'hémisphère sud, ou en tout cas en grande partie l'hémisphère sud. L'hémisphère nord est éclairé, mais de façon oblique. Les rayons pénètrent moins, ça crée un refroidissement périodique là, à chaque hiver. Là, on est dans des conditions quand même assez précaires, là, à la limite. Maintenant, nous, grâce à la technologie, on s'est prémunis contre ces conditions précaires-là, mais chez les anciens, c'est impressionnant. Là. Comme on parle des forces divines, le froid aussi. Et là, c'est juste... Donc, d'un point de vue scientifique, c'est juste un phénomène d'angle. Des rayons du soleil. Des rayons du soleil qui vont évidemment se modifier à partir du solstice d'hiver. Là, les jours vont recommencer lentement à se réallonger jusqu'à l'équinoxe de printemps. Après ça, ils vont devenir plus longs que les nuits jusqu'au solstice d'été. Bon. Alors, c'est des phénomènes observables, c'est des phénomènes factuels, mais si on s'en tient à ça, sans regarder le point de vue ésotérique qui est derrière, ça devient un fait brut pour lequel il n'y a pas matière à célébrer. Moi, je trouve que dans les rituels anciens, le fait de théâtraliser ça, de ritualiser ça, de fêter ça, ça donnait du sens. Donc, tu parlais des émotions. C'est ça. Ça vient nourrir les émotions, les sensations, etc. Donc, il faut que l'être humain vive les choses globalement, pas seulement avec la tête. Donc, il y a quelque chose de magique dans l'esprit de Noël. Dépendamment des individus, si les individus veulent croire au Père Noël, c'est tout beau, mais bon, j'ai vécu moi-même le traumatisme d'enfance de découvrir que c'était peut-être une histoire. Bon, on épluche. Une fois qu'on est passé à autre chose, on est passé à autre chose. Mais tu sais, le Père Noël, en même temps, ça représente la bienveillance du Père éternel, si on veut. Il y a des couches de signification. Et quand on rejette une couche superficielle comme étant... obsolète, on peut en découvrir plusieurs autres. Là. On se rend compte que il y en a quand même quelques-unes à laisser tomber. Là. Les dogmes, les contraintes dogmatiques. Mais en même temps, il y a un noyau derrière ça. Alors, je revenais à l'aspect plus ésotérique. Donc, tu vas vers le noyau. Un exemple, je ne suis pas encore rendu au centre. C'est bien ce que je pensais. C'est que l'essentiel est au centre. Oui, bien sûr. Et toutes les couches superficielles sont... C'est l'essence même de la distinction entre ésotérisme et exotérisme. L'exotérique, c'est ce qui est à l'extérieur. L'ésotérisme, c'est ce qui est au cœur. OK. Bon, c'est au cœur du phénomène de la lumière. Il y a quelque chose de très, très important. Si on regarde la Terre, là, c'est juste une observation sur un fait scientifique, mais on va voir jusqu'où on peut l'amener. La Terre est à une inclinaison de 23 degrés. Ça, c'est ça qui module les solstices et les équinoxes, mais en fait, c'est ça qui crée la variation des saisons.
C'est pas insignifiant, ça. Parce que la variation des saisons, ça a créé la variation des ethnies et des cultures. Parce que des ethnies qui vont se développer, des groupes humains qui vont se développer dans le désert, pourront forcément pas avoir les mêmes valeurs que ceux qui vont se développer dans la jungle, que ceux qui vont se développer dans des terres luxuriantes, agricoles et très riches, puis ceux qui vont se développer dans le Grand Nord, dans des hivers rigoureux. Ça crée des différences culturelles, des adaptations biologiques différentes, des corps différents. Et des mythes différents. Et donc, toutes les mythes, toutes les croyances, la variété des individus dépend simplement de cette petite inclinaison de la Terre. Quand même, si C'est on pas en banal. revient à ton point central, est-ce que le mythe qui est une émotion est adapté à chaque région de la planète? Hein? L'émotion, on est obligé d'y répondre. Ben, le retour de la lumière, entre autres, c'est adapté à l'hémisphère nord, parce qu'à l'hémisphère sud, ça va s'inverser. Exactement. Alors, il faut comprendre... Et donc, ça veut dire qu'au milieu, il y en a presque c'est pas relativement stable. Oui, ben, et c'est là qu'était la Palestine où Jésus est né. Oui, c'est ça. La religion des mondes des différents. pharaons était là. C'est ça, des mondes très différents. Toute cette couche-là, l'équateur, c'est très, très différent. Mais je veux t'amener à quelque part d'assez curieux. Mais plus tu es dans les extrêmes, plus tes mythes vont être extrémistes. Et plus tu arrives au centre, moins il y a de chahuts dans le vécu. Il y a quand même on cette dit souvent que quand diversité-là. on va vivre dans des îles des Antilles et tout ça en plein hiver parce qu'on veut fuir la neige, après un certain temps, on s'ennuie de la neige parce qu'on est dans nos À cause cellules. de notre culture à nous. C'est ça. Puis nos adaptations à nous. Mais ce qui veut dire qu'on a des mythes adaptés à ça, notre vécu, nos émotions, sont subissent des hauts et des bas, programmés par ça. tandis qu'au milieu, ils deviennent lymphatiques, tranquilles. Oh, pas vite, je le ferai Ça crée demain. des cultures différentes, puis ça crée des Pourquoi faire dynamismes, aujourd'hui hein. ce que je peux faire demain? Mettons, mais encore là, ça va dépendre quand même d'une culture à l'autre, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais là, ils se font des peurs autrement. Parce que l'être humain a besoin d'avoir des gens qui dominent, puis des gens dominés, des gens qu'on abuse et c'est ça qui est le drame. Mais dans notre époque où on commence à mondialiser toutes les informations, toutes les datas, là, les données, fait qu'à un moment donné, il n'y aura plus rien qui va tenir debout par rapport à autre chose que l'être. Point. Qu'il soit né au pôle Nord, ou qu'il soit né au tropique, ou qu'il soit né en hiver pendant que l'autre est en été, ou l'inverse, ça n'aurait plus de considération. On arrive dans un aéroport, quel qu'il soit, de Sydney, de Dubaï, de Paris, de Montréal, c'est pareil. On trouve même des mecs Oui, mais ça, de c'est un peu autre près phénomène. partout. Non, mais c'est la mondialisation qui veut que Oui, mais c'est pas créé par on ça. enlève les nuances et les différences. C'est créé par le monde matériel. Oui. C'est d'autres conditions, ça. Tout bêtement, c'est pas là où je voulais aller. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a une universalisation, il y a une Autrement dit, mondialisation Noël à ne tiendra pas encore pour bien des années. Ça, on n'en sait rien. Puis, Parce que si ça disparaît, ça disparaîtra. Mais rien que le fait de mettre des lumières dans un arbre de Noël, c'est célébrer la lumière. Là. Ouais. Le problème, c'est comment on réactualise les différents mythes. Mais là, on n'a plus besoin des petites ampoules ou des chandelles ou des rituels là, pour ramener la lumière. Dans le temps, on croyait qu'il fallait faire pour que la lumière revienne. Aujourd'hui, on sait bien que ça va se refaire, c'est cyclique, tout est normal, tout est naturel. naturel. Mais c'est justement là où je suis pas d'accord. Et là, les gens, ils auront pu, même, il y en a qui trouvent ça fatigant de se préparer à fêter Noël, de changer nos décors dans la maison, de faire un paquet de dépenses pour des cadeaux, parce qu'on veut gratifier le monde de notre générosité, comme le soleil revient nous gratifier de ses rayons lumineux. À un moment donné, on s'en fout, on sait que c'est cyclique, puis ça va revenir, puis ça va disparaître, puis ça va revenir, puis ça va disparaître. Cette mentalité humaine planétaire va être changée dans nos cellules. Et là, on s'en va vers quel monde? Et là, quand on va rencontrer des êtres qui, eux autres, n'ont jamais cru en Jésus, ils n'ont jamais eu Noël, c'est pas ça, le problème. et là, on va se dire, ouf, là, le monde n'aura pas rien qu'un peu changé, basculé même, totalement dans une... Ouais, comment tu te sens, toi, là, le philosophe, là, qui se dit, tu défends-tu des valeurs ésotériques ou religieuses? Je suis embêté parce que c'est comme si on allait à 2-3 endroits en même temps, puis on s'éloigne de mon propos. Maintenant... moi, je pense qu'il y a une urgence planétaire pour sauver l'écologie de la planète, écologiquement parlant, et on n'a plus de temps à perdre. Dans des rituels chamaniques ou des rituels... c'est justement le contraire. Parce que le problème, c'est que... C'est là que... Bon, là, je pense que...
faut quasiment couper. Là. En tout cas, une petite pause. Moi, je vais à l'essentiel. Là. Non, c'est ça, c'est que tu ne trouves Et pas à l'essentiel. et à Tu t'en vas l'universel. dans une autre place qui est intéressante, mais bon, d'abord, ça me prive de parler de ce dont je voulais parler. Ben, vas-y donc, dans ce que tu voulais parler. Ben non, là, on c'est va se complètement hors rattraper. sujet. Ben, ça, c'est le quoi, problème. toi? Moi, je veux parler des effets planétaires. Des effets, Planétaires. genre l'astrologie, finalement. Oui, je voulais parler de l'astrologie. Ben, vas-y. Moi, je suis prêt. Le comment public on va nous monter écoute, là, ça? puis... non, mais vas-y. On a vu qu'on est arrivé comme dans un dead-end, là, dans un cul-de-sac. On part, on sort du cul-de-sac, on repart sur une autre voie. Vas-y. Ben, c'est parce que c'est bien des affaires. C'est sûr que si on prend en considération des cultures qui viennent d'une civilisation qui n'ont pas nos rapports, on a effectivement un problème d'adaptation. Peut-être qu'on pourrait regarder, par exemple, c'est là où je voulais aller en fait, donc ce serait une occasion de le faire, que quand on regarde les planètes du système solaire, il y a quelque chose de très particulier qui les distingue. C'est justement l'obliquité de ces planètes-là. L'inclinaison. L'inclinaison que ces planètes-là, l'axe de cette planète-là a avec sa propre orbite. Oui. Alors, ce qui est remarquable, c'est qu'en astrologie, il y a une tendance, comment je dirais, traditionnelle, tout simplement, même discutable d'un point de vue scientifique, là. Mais il y a une tendance à considérer que les influences de certaines planètes sont dites positives et d'autres sont considérées plus néfastes. Comme Saturne. Maintenant. Alors, paradoxalement, les planètes qui sont dites positives, quand on les observe rigoureusement d'un point de vue astronomique, c'est que ce qui les caractérise, c'est d'avoir une obliquité négligeable ou presque nulle. Mercure, qui est la planète attribuée traditionnellement à l'intellect, au mental, à la communication, c'est une planète qui a 0 degré d'inclinaison. Elle est droite comme un I. Quand on va à Vénus, elle a une inversion de pôle qui fait qu'elle est à 177 degrés. Ça veut dire qu'elle est aussi droite comme un I avec une petite variation d'à peine 3 degrés. On arrive à la Terre, elle a une inclination de 23 degrés. Alors, évidemment, c'est ça qui crée les variations climatiques dont j'ai parlé, puis les variations de point de vue dont j'ai parlé. Mars, c'est 24 degrés. Donc, Mars, qui est la planète traditionnelle de la guerre, a la même obliquité que la Terre. Je ne sais pas si vous faites des rapprochements, là, mais il y a des choses amusantes. Ben, c'est qu'on se rend compte que ça crée des variations, des variétés, et tout de suite, la variété et la différence créent l'affrontement. Jupiter, pourquoi tu n'es pas comme moi? Pourquoi tu ne penses pas comme moi? Pourquoi tu vis pas Jupiter, comme qui moi? est la planète traditionnelle de la philosophie, le mot jovial est dérivé du nom latin de Jupiter Jovis, c'est la planète de l'expansion de la conscience, etc. C'est une planète considérée comme faste, protectrice. Elle a une inclinaison de 3 degrés, si ma mémoire est bonne. Zeus chez les Grecs, oui. Jupiter chez les Romains, c'est ça. Et par Jupiter, comme diraient les Gaulois, c'est ça. Donc, Dieu le Père. C'est ça. Donc, c'est un degré... il est presque pas incliné. C'est ça. Donc, encore faste. Un autre. Alors que quand tu arrives à Saturne, c'est plutôt un aspect plus déviant. Bon, c'est Jupiter qui t'appelle. Oui, c'est une interruption. Oui. Puis, comme tu te souviens, toute interruption est bienvenue. Dans le sens qu'elle souligne l'importance de ce qu'on dit. Ah oui. Mettons, à 4 heures. On marche souvent à cette heure-là. Bien oui, c'est ainsi que va se terminer ce Vidéorandia de remplacement, puisque le Vidéorandia du samedi 21 décembre a été retenu pour examen par YouTube. Et nous avons enregistré celui-ci le 23 décembre, qu'on appellera le Vidéorandia numéro 51B. Vous pouvez toujours avoir accès au Vidéorandia. Le premier, celui du 21 décembre, en allant dans le forum Orandia. Les liens sont disponibles à tous. Alors, il y a le Vidéorandia numéro 51 pour tout le monde et cette première partie du Vidéorandia qui était réservée au club créé. Mais soit dit en passant, au club créé, il y a maintenant un Vidéorandia d'1 heure
complémentaire à celui qu'on vient d'entendre ici avec Alain Niala, philosophe consultant. Ne manquez pas de lire le complément de Gilles Surprenant qui apporte des informations supplémentaires. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter à mon nom personnel ainsi qu'au nom de toute l'équipe d'ésotérisme expérimental une bonne année 2020. Au plaisir de vous y retrouver.